Grand Prix d'Aix-la-Chapelle qui est médaillé olympique à Tokyo, formidable consultant, exceptionnel consultant, Monsieur Grégory Wathelet. Vous avez sur votre écran la start list. Quelques petites statistiques, si vous voulez bien, cher Grégory Wathelet, car je sais que vous aimez les choses précises. 5 cavaliers ont eu 2 victoires ici. Ludger Beerbaum en 2001 et 2022 avec 2 chevaux, donc Gold Fever. Rodrigo Pessoa, lui, l'a remporté en 2003-2005. Je le salue parce qu'il nous écoute. Rodrigo l'a remporté plusieurs fois aussi. Alors bah, on en reparlera plus tard de ça. L'animation est là. Oui, ben voilà, donc on a un numéro 1 vertical qui est assez impressionnant, mais qui devrait normalement assez bien sauter. Puis on continue sur la droite, à main droite, un Auxerre. 8 foulées, je pense un peu tranquille pour le vertical. Donc le début 1, 2, 3, ça va se passer assez bien. Après ça s'enchaîne assez vite. Gros Auxerre sur bidet, sortie de tournant. Alors là ça va être 4 ou 5 foulées, je pense majoritairement 4. Et après derrière, alors il va y avoir un choix entre 6 et 7, mais je pense que ça va être plus 4 et 6 dans cette ligne-là pour rentrer dans le triple. Après demi-tour, gros vertical, 1m65, qui est très haut, mais qui je pense devrait bien sauter. Double dos à la sortie où il va falloir bien se replacer. 7 foulées, j'ai envie de dire normales, mais qu'il va falloir bien monter pour les 3 foulées qui vont être très courtes, Palanque, Auxerre. 7 foulées milieu, on va dire comme ça. Et alors 36 secondes par Gérard Lachat, le chef de piste suisse. Vous l'avez compris, hein, il y a deux manches. 2 manches en cumul, le point 70 secondes. 66 secondes, là je pense, avec les remis 66 secondes. Ils ont changé. Normalement, ouais. Il devrait mettre un temps qui est abordable pour le premier tour. Ouais. Le but quand même. Parce que la vitesse sera pour le second. La vitesse second et puis surtout le but, essayer d'éviter quand même de certains qui passent avec un point de temps, vu que le but c'est quand même de faire une bonne deuxième manche avec des cavaliers qui devront jouer le jeu. Je peux reprendre mes stats? Vas-y. Alors, je vous le disais, 5 riders ont remporté à 2 reprises ce top 10. Ludger Beerbaum, 2001-2002. Monsieur Pessoa, 2003-2005. Et puis Meredith Michael Beerbaum l'a remporté en 2004 et 2006. Steve Gerda, 2010-2018. Il est là pour une 3e probable victoire, on l'espère. Ken Farrington, il est là. Lui, il l'a remporté en 2015 et 2019. 2 femmes ont été championne ici dans ce top 10. Meredith, je vous l'ai dit à 2 reprises. Et puis souvenez-vous, je me souviens comme si c'était hier, en 2007, Libertina dans la dernière ligne, l'Auxerre incroyable, avec la championne irlandaise Jessica Curtin. Voilà. Et puis les Belges n'ont jamais gagné. Pardon, hein, c'est mes stats. Mais c'est la réalité. L'Allemagne l'a gagné à 6 reprises. 2 Français, Michel Robert en 2008 avec Kalle Mouet Pepita, c'était chez vous à Bruxelles, souvenez-vous. 2017, Kevin Stott. Et puis la Suède une fois l'année dernière avec Henrik Van Enkerman. Voilà les statistiques pour se rendre compte à quel point il est difficile d'être victorieux dans cette compétition. On part dans cette première manche dans le sens inverse du classement mondial. Il est donc 10e, Shane Spitnam, de cette start list avec un cheval. Ça va être un bonheur de commenter tout ça avec vous, Greg, parce que je vais avoir besoin évidemment de votre éclairage technique, mais aussi que vous nous parliez des chevaux. Parce que James Can Cruz, ce fils de Canaan, depuis qu'on le connaît, depuis qu'on le voit sur la scène internationale, il n'est pas extraordinaire, il est au-delà de ça, quoi. C'est un cheval hors norme de par sa puissance. Ben, je pense, oui, c'est vraiment ce qu'il a montré jusque maintenant. Maintenant, il doit plus confirmer à ce niveau-là, faire quelques performances. Mais il est clair que c'est un cheval, je pense, qui a beaucoup d'années devant lui et qui va réaliser vraiment des bonnes choses. Il est très impressionnant en tout cas par sa facilité, son respect. Voilà, parfois il va encore un tout petit peu, il se perche un tout petit peu, il a encore des fois des problèmes de trajectoire, mais c'est clair que c'est le cheval que tout le monde rêverait à voir. Canaan pour le père et puis sa mère est grise, c'est normal parce que c'est une fille de Cruising. Cruising qui a dû franchir cette piste, hein, qui a dû sauter ici avec évidemment son cavalier irlandais. Déjà on va se rendre compte hein, avec lui du chronomètre. Ça c'est des chevaux qu'on devrait voir à Paris 2024, en tout cas pour certains. En tout cas pour Shane Spitnam, c'est celui-là. Hein. Oui, mais je pense que dans la liste ici, une bonne partie, oui, ce sera dans ces chevaux-là, ouais, évidemment. Extraordinaire. Bonne soirée en tout cas pour cette finale du top 10 ici à Genève, Palexpo. Grégory Wathelet au commentaire. Mais comme vous en avez parlé, c'est sûr que celui-ci, je sais qu'il fait partie des piliers prévus pour l'équipe d'Irlande, évidemment, pour Paris s'il n'y a pas d'accident. Ça, c'est clair. Donc ici, on va avoir un cavalier qui
Ils vont tous démarrer évidemment à main droite et je pense qu'on va être déjà fixé avec le premier un peu par rapport au temps accordé. Ça c'est évidemment une donnée très importante qui définit et change beaucoup de choses. Même si je pense, comme le chef de piste l'a annoncé, qu'il n'allait pas trop serrer le temps. Donc là on voit 1 et 2 assez espacés. Oui, là il va déjà en 7 foulées si j'ai bien compté. Je pensais que ça allait être plus 8, mais bon, le cheval a pas mal d'action. Un gros auxerre sur bidet. 4 foulées qui se font assez bien pour lui. Et normalement aussi, il devrait rester en 6 derrière. Voilà, il a vraiment tout facile. Faire attention, le vertical du milieu est très haut. Et le niveau très large pour sortir. Mais évidemment, pour lui, ça se passe sans problème. Après demi-tour, boucle la main droite, vertical très haut, mais un peu isolé, donc il ne devrait pas poser trop de problèmes. Là, il faut bien se réécarter, se remettre devant le double. Vertical auxerre. Là, je pense pour lui, ça va être 7 foulées un peu extérieures. Il faut qu'il arrive calmement pour pouvoir serrer les 3 foulées qui sont courtes. Voilà, ouais, on voit. Là, il était vraiment court, très près. Là, lui, il va avoir les 7 un petit peu à l'extérieur. Et je pense que là, il devrait aller en 5 sur le dernier. Voilà, exactement. Il reste en 5 un petit peu à l'intérieur. Le chronomètre facile pour lui, 63 secondes 19. C'est quand même pas un pur sang non plus, même s'il a beaucoup d'amplitude. Donc le chronomètre ne semble pas être une vraie difficulté. On voit assez bien ce que vous disiez, Gregory Watley. Quand on parle de ce fils de Canaan, on voit que c'est encore une pierre brute, si je peux m'exprimer ainsi. Il a beaucoup de force, mais sur les obstacles, il n'y a pas encore une articulation, une technique. Son corps est encore un peu un problème pour lui. Mais on voit que c'est un cheval qui a un potentiel énorme. Comme je le disais tout à l'heure, de temps en temps, il se perchait encore un petit peu. Maintenant, il commence à se stabiliser beaucoup plus dans les sauts, donc ça va l'aider. Il a encore une marge de progression. C'est ça qui est assez impressionnant. On le voit parfois encore un peu en zigzag. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, il y a encore un peu de travail, d'expérience à faire, mais on voit malgré ça, malgré son potentiel, évidemment, il comble tout ça. En tout cas, les Jeux Olympiques, c'est haut, gros et large. Ça ne sera pas ça la difficulté pour Shane Sweetnam avec son James Caan Cruise. Donc sans faute en 63-19 pour le chronomètre. Je le disais avant que vous arriviez près de nous, vous étiez en train de reconnaître la piste, Greg. Moi, j'ai très envie qu'Harry Smulders ait un titre comme le top 10 ou un championnat du monde ou les Jeux Olympiques. C'est une question que je vous pose, mais modestement, j'ai toujours l'impression que c'est l'une des plus belles équitations au monde. C'est un homme qui respecte énormément ses chevaux. C'est vraiment l'élixir de l'équitation néerlandaise. C'est exceptionnel ce que fait cet homme-là. Déjà, oui, c'est ça. Il est depuis tellement d'années au niveau, avec des chevaux totalement différents. Il peut monter un petit, un grand, un chaud, un froid. Et il les fait tous bien sauter, tous sauter de la même manière. Donc oui, c'est un cavalier exceptionnel qui a déjà évidemment gagné beaucoup. Là, on parle évidemment sur un cheval qui a tout à fait une autre expérience que le précédent. Il a déjà tout fait, tout gagné, beaucoup gagné. Et comme tu dis, et on l'a dit tout à l'heure, malheureusement, ça risque de se compliquer aujourd'hui, mais il mériterait en tout cas un titre comme le top 10. Et je pense qu'il a été déjà 2 fois deuxième dans le top 10. Donc malheureusement, une faute un peu étonnante. On voyait le cheval un tout petit peu inquiet, un tout petit peu... sur la défensive comme ça, numéro 2, et ça directement s'est payé par une faute étonnante pour un cheval comme lui. Là, on voit lui par contre, il a eu les 4 foulées assez longues, et on voit là tout de suite la largeur, la sortie de trip qu'on n'avait pas vraiment pu remarquer avec le cheval de Sean qui était tellement aisé là-dessus. Ici malheureusement une deuxième faute. De Cassini Monaco là, qui est un peu à la peine et qui prend un réel handicap pour bien figurer dans ce top 10. Car vous le savez, on conserve les points. Oh là là, tout se brise pour le champion Harry Smulders. Ça n'est pas du tout sa journée. Et pardon de vous contredire, Greg, mais il n'a malheureusement jamais monté sur le podium d'un top 10. Il était en 2009 9e, en 2017 6e, en 2018 8e et en 2022 5e. Pardon. Je reverrai ma statistique. Donc voilà, on voit que c'est à la fin pas si simple que ça. C'est assez rare de les voir sortir d'un parcours à 12 points, mais voilà, c'est la preuve que heureusement ça prouve encore que c'est pas simple. Suspense, le match sera jusqu'au bout. Ça, c'est une chose certaine. On va accueillir maintenant Max Kuhner qui fait une saison. Alors, j'allais dire qu'il fait, oui, lui, il fait une saison exceptionnelle. Mais l'Autriche, qui au championnat d'Europe nous a tous bluffés, qui s'est qualifié pour Paris, alors que les autres, les Italiens, eux, sont passés complètement à côté du match. C'est donc une sacrée performance, en tout cas, que celle signée par Max et son équipe. Kuhner, il est là avec Up to
Jaco Blue, ce fils de Chaco Blue, exceptionnel bien sûr. Un cheval qui est âgé de 12 ans. De 12 ans maintenant. Max Connor, c'est la médaille de bronze par équipe à Milan, je vous l'ai dit. Il dispute ici sa première finale du top 10. Je vous l'ai dit, c'est sa meilleure saison. Mais pourtant, c'est aussi un cavalier qui est quand même depuis longtemps dans les meilleurs mondiaux. Et comme quoi, de nouveau, ça prouve que dans le top 10, c'est vraiment pas simple pour pouvoir participer à Genève. On voit par contre, on a remarqué, ça fait déjà le troisième cheval qui guette un peu le numéro 1. On ne les voit pas très francs. Après, le numéro 2, il n'a pas fait un très bon saut non plus. Et puis, ben, ça s'est payé directement cash sur le numéro 4 où il a dû un petit peu intervenir avec ses jambes parce qu'on voyait le cheval hésitant. Et sur un obstacle comme ça, couleur unie, très délicat, c'était évidemment compliqué de le franchir. Là, ça a l'air d'être revenu un peu dans l'ordre. Mais c'est sûr que vous avez parlé de l'Autriche tout à l'heure, c'était étonnant sans l'être parce qu'ils ont quand même une équipe qui était bien en place, très solide. Évidemment menée par Max aussi, ça fait beaucoup quand on a un pilier comme ça déjà dans l'équipe qui tire toute l'équipe vers l'avant. Donc voilà, après c'était, je pense, amplement mérité pour eux. Et ici on voit de nouveau un parcours qui se dérègle un petit peu. Et là, étonnamment, voilà. Lui par contre, je suis un petit peu étonné qu'il n'ait pas pris Electric Blue. Ouais. Pour cette finale. Ce cheval-ci a fait pas mal de bonnes choses, mais peut-être quand même à comparaison égale. Voilà, Electric Blue était peut-être un cran au-dessus. La preuve en tout cas, ce soir 12 points en 65-85, c'est la 3e place du classement pour Up to Jaco Blue et Max Connor. Vous avez compris comment on conserve les points de la première manche. Adieu vos vaches cochons, si je peux m'exprimer ainsi pour eux. Car avec cet handicap, ça va être vraiment exceptionnellement et particulièrement difficile. Oui, avec 3 fautes évidemment, malheureusement pour eux, je pense que là c'est déjà c'est cuit, terminé. On va faire un chat. Alors, place à la France maintenant, 2 cavaliers présents ici. Simon Delestre, Dexter Fontenay Z, Simon Delestre, vice-champion d'Europe, vice-champion du monde par équipe en 2014, bronze au championnat d'Europe en individuel en 2015 à Aix-la-Chapelle, numéro 1 mondial en 2016. C'est son 5e top 10. 8e, 2e en 2015, 8e en 2011, 10e en 2016 et 2e avec Caïman l'an passé. Aujourd'hui, il est avec Dexter Fontenay. De nouveau, on voit le numéro 1, un cheval qui a fait un saut un tout petit peu hésitant. Mais voilà, pourtant un cheval avec énormément d'expérience. Bon, comme vous l'avez dit, Simon, c'est sa 5e finale. Et il est là depuis tellement d'années et il montre sa régularité en étant toujours présent. Ici, à nouveau, il s'est retrouvé un peu près. Pourtant, je pensais qu'il allait faire les 4. Il avait dit à la reconnaissance. Il est maintenant 5 et puis bon, 6 un peu derrière. Et je ne sais pas si c'était vraiment voulu ou s'il a senti que son cheval était un peu inquiet puis qu'il a changé son idée. Mais en tout cas, ça lui a coûté la faute sur l'Auxerre avant. Et après, il a dû trop ouvrir pour faire les 6 foulées derrière et il l'a payé au milieu du triple. Donc, ça fait 2 fautes qui vont être assez lourdes aussi au final. On voit, et c'est ça qui est intéressant aussi, de se rendre compte que c'est des petits détails qui font qu'après, ça provoque des fautes dans les lignes, à l'entrée ou à la sortie ou au milieu, mais pas toujours au moment même où on a fait l'erreur, mais des fois juste après. On voit Stockser qui demande vraiment un gros effort. C'est étonnant aussi, il a fait 6 foulées sur le dernier, alors que pourtant il a pas mal d'action. On sentait un cheval qui était un petit peu moins serein que ce que je n'ai déjà eu l'habitude de le voir. Malheureusement, 2 fautes en 64-85 et malgré ces 2 fautes, Grégory Watley, il prend la 2e place. Shane Spitnam a donc réalisé une belle performance avec son sans faute, mais après on a eu Smulders à 12 points, Max Connor à 12 points et Simon Delestre avec 8 points. Et ouais, les yeux déçus, la déception, peut-être même l'incompréhension. On revoit la faute là. Mais ce bidet-là est vraiment pas très agréable parce qu'il est mis là derrière le lac. On le voit pas très bien. On le voit au dernier moment. C'est des barres unies et un bidet bien bleu. Et donc, c'était pas très engageant. Tu as envie de pousser pour aller de l'autre côté, mais tu n'as pas non plus envie de pousser trop pour la barre de devant. Et tu fais facilement piéger, évidemment. Ouais. Et on a vu par les 2 derniers cavaliers. Faites vos paris. Qui va remporter ce top 10, il y a encore du beau monde bien sûr, mais Kerman, Spitnam, Julien et Paillard, et pourquoi pas Julien avec probablement cette jument pour Paris 2024 ou alors son cheval de Donatello. Enfin, il a la chance d'en avoir 2 et le talent surtout pour aller jusque là-bas. Julien Paillard avec Dubaï du Cèdre, cette incroyable jument par Baloubé Durouet et une mère par diamant de Sémilly, groomée par Caroline Bellouet.
est né chez Sylvain Pitois. C'est parti pour le Français. C'est sa deuxième participation. 8e l'année dernière. Il a fait 8 fautes en première manche et 1 faute en seconde. 8 points. Oui, pardon. 8 fautes, c'est beaucoup. Non, mais ici, on a une jument qui a vraiment, je trouve, s'est déclenchée au championnat d'Europe. À la fin, championnat d'Europe, évidemment, remarquable qu'on sait tous avec cette médaille de bronze. Et depuis lors, elle enchaîne les sans faute. Lyon, Prague, elle a gagné le Super Grand Prix. Et évidemment, elle a une très grande chance aujourd'hui, malheureusement. Voilà. On voit vraiment là tous les chevaux à la sortie, c'est large. Ils doivent freiner pour d'abord sauter, escalader, on va dire, le milieu du triple qui est haut. Je l'ai marché, je crois qu'il fait un bon 1m60. Et il faut vraiment un bon coup de propulsion pour pouvoir ressortir là. Et là, ils ont un peu du mal parce qu'en plus, le triple est placé vers le coin. À nouveau, cet auxerre qui est très gros. Je pense qu'il va avoir 5 foulées sur le dernier. L'un des kilomètres les plus rapides, d'ailleurs le plus rapide tout simplement pour Epaillard et Dubaï du Cètre Julien, donc en 61-42 qui prend la deuxième place avec ce 4 points. Il passe devant Simon qui lui en avait 8 des points, mais déception bien sûr. Alors on voit effectivement sur cet Auxerre, vous l'expliquez, hein, pour être encore plus précis, on ne peut pas arriver avec trop d'influx, trop de vitesse sur le ALB, mais comme on doit un peu se calmer pour les 2 premiers obstacles, on manque de propulsion pour le 3e. Et en fait, on est obligé de freiner très fort. On le voit Julien même qui doit freiner très fort sur le B parce qu'il est haut et c'est un peu court. Et ça, alors pour certains chevaux, ça manque un tout petit peu de propulsion, de possibilité vraiment de pouvoir pousser et d'impulsion vers l'avant, on va dire, pour aller de l'autre côté de l'Auxerre. À tout à l'heure Julien, mais à tout à l'heure avec un passif de 4 points au compteur. Alors là, l'ambiance ici va être au top. Voilà le bruit qui retentit quand on est au paddock. C'est impressionnant hein, parce que les paddocks sont juste sous les tribunes. Ça fait un bruit d'enfer. Champion olympique de Londres. 3 finales Coupe du Monde à son actif, 2015, 2016, 2019. Champion d'Europe individuel en 2023. 2 fois vainqueur du top 10. C'est sa 9e participation. Une fois, il l'a remporté avec la selle français, la jument selle français. Premier, c'était Chalice Cassonnier. Et ensuite avec Calamo. Si tu énumères tout son palmarès, il aura fini son parcours. Hein. Il est parti. Avec Bénard de Cerisy. Donc évidemment, ici, on sait où il en fait son objectif et il aura à cœur de briller aujourd'hui. Je pouvais le dire. Garder Bénard spécialement pour cette épreuve. Je peux admirer ce travail. Prend son temps. Oui, il soigne, un peu de place. Voilà. Là, on voit, il a mis beaucoup de place, mais il a presque payé sur la barre de derrière. Donc c'est un peu le quitte ou double. Il faut un petit peu prendre des risques. Voilà, là, il freine très fort, mais ça va. Il a une bonne impulsion pour sortir. Ouais. Ça, c'est bien. Il souffle d'ailleurs lui aussi. Ouais, hein. là, il doit respirer, il doit faire tout peu attention au temps quand même. Donc, pour le moment, il est un tout petit peu large dans les courbes, mais bon. 15 secondes pour rentrer. Là, il soigne l'entrée du double aussi. Lui, il va devoir s'écarter un petit peu pour les 7 foulées. Il appuie sur les auxerres quand même, il faut les couvrir. Hein. Oui, ça, il n'a pas le choix. Il va être tranquille. Voilà, ça c'est bien. Il va s'écarter un peu pour avoir les 5 foulées à l'intérieur, c'est facile. Attention au chrono. Il s'est trouvé presque à l'extérieur. Et... Ouais, c'est bon. Et ça tient, et c'est dans le temps. 65-20. Autant vous dire que Palexpo ici à Genève applaudit son champion. C'est le 2e cavalier sans faute. Alors c'est important le chronomètre de la première manche quand même, puisque ça va désigner l'ordre de passage de la seconde manche. Hein. Là, il est moins rapide que Shane Spitnam, donc il passera pour l'instant en avant-dernier. Shane passera donc en dernier. C'est important parce que... Évidemment, ça va te placer pour le 2e tour. Comme un barrage. Voilà, en fonction des barragistes. Mais c'est clair que si tu passes en premier, tu as un petit désavantage. Mais j'ai envie de dire, vu le contexte des 6 premiers, autant d'abord être sans faute avant d'essayer d'aller pour le chronomètre. Quoi. Belle satisfaction pour sa groom. Et Maozi Simola qui prépare les chevaux de... Mais on l'a vu, il était juste pour le temps. Hein. Il fallait pas... On voyait qu'il prenait son temps. Quand il était chercher cet auxerre orange, là, on a senti qu'il avait pris son temps, un peu trop repris, et après il a fallu qu'il remette du gaz pour aller sur le vertical bleu et noir. Hein. Oui, parce qu'il a pensé lui à la barre, il a dû monter, mais bon, enfin, tout s'est bien remis dans l'ordre. Martin Fuchs, un Suisse, un champion, en cache un autre. C'est le plus jeune de cette compétition, il a 31 ans. L'or en
individuel au championnat d'Europe en 2019, l'argent en 2021, finale Coupe du Monde à son actif comme vainqueur en 2022, premier du Grand Prix de Genève en 2019 et 2021, 5e top 10 pour lui, pas de podium pour le moment. Nous voit un cavalier qui évidemment est à la maison. Il a gagné, je pense, 2 fois le Grand Prix ici déjà aussi. Je ne vais pas me répéter, mais c'est clair que l'envie est là pour une victoire aujourd'hui. Bon, un cheval qu'on connaît tous, qui est évidemment très impressionnant, pas le plus simple à monter. Lui va avoir pas trop de problème. J'allais dire pas de problème sur la barre, peut-être un peu mieux que ça. Là on voit, lui il a fait un peu comme Steve, il l'a protégé devant et il avait déjà quand même tutoyé la barre de devant et puis il n'a pas pu. Il est compliqué à gérer cet obstacle-là. En fait, le parcours demande pas mal d'efforts. C'est aussi cet Auxerre sortie double, on voit les chevaux se tirer. Là, c'est très court, ça demande pas mal d'efforts. Pour lui, évidemment, c'est pas un problème. Ouais, grosse faute, ouais. Je dirais un peu que l'accumulation des sauts fait qu'à un moment donné, les chevaux ont un petit peu du mal de respirer et de reprendre leur souffle. Et voilà, on est quand même obligé de pousser parce que les Auxerres sont larges et on le paye souvent par des petits détails sur la fin. C'est une énorme déception pour Martin Fuchs, une contre-performance avec Connor G. C'est un cheval exceptionnel, mais là ça passe pas. 2 fautes, chronomètre de 65-24. Il est déjà à la 5e place du classement provisoire. Ça va lui coûter évidemment très cher. Impossible de remporter le top 10 avec déjà 2 fautes en première manche. On va pas se mentir. La grosse faute, c'est compliqué. Je parle un peu à l'horizontale, il le pousse comme ça un peu horizontal. J'ai un peu étonné, c'est un peu une faute. On l'a revu au ralenti maintenant, il était peut-être un peu près. Il a poussé quand même. Bon, il a déjà fait une bonne touchette sur la barre de devant. Non, le cheval n'a pas fait le meilleur saut là sur l'Auxerre. Il reste 3 cracks. C'est le moins que l'on puisse dire. Le numéro 1, le numéro 2, 3 de cette start list. Eric Van Kerman en tout dernier, Ben Meyer. Et puis maintenant, l'Américain Ken Farrington qui a remporté une étape ici, qui a pris l'avion dimanche exprès d'outre-Atlantique jusqu'à l'Europe pour être parmi les 2 meilleurs cavaliers ici. L'argent par équipe aux Jeux Olympiques en 2016. Le top 10, il l'a déjà remporté à 2 reprises, en 2015 et 2019. C'est sa 6e participation au top 10. Ouais, il a toujours beaucoup de réussite ici, je pense. Il a remporté hier. C'est assez marrant parce que j'étais la semaine passée avec lui à Thermal, en Californie. Et il était un peu déçu qu'il n'avait pas pu amener son premier cheval, London, parce que c'est une histoire de quarantaine par rapport aux Jeux panaméricains. Mais en fait, quand tu vois ici les 2 autres chevaux qu'il a amenés, en fait, oui, tu te dis qu'il est vachement bien équipé pour le moment. Quel champion. C'est un jeune homme, enfin jeune homme maintenant, il est moins jeune, mais un athlète qui voulait être jockey tout petit, qui s'entretient, qui fait du body, ce qui n'est pas votre cas. C'est sûr, le plus sportif d'entre nous, oui. Ken Farrington, le seul représentant américain, c'est lui. Oui, je pense, si je ne me trompe pas, il y avait aussi McLean qui était censé être là et puis il a estimé qu'il n'avait peut-être pas le cheval pour se battre par rapport. C'est une jument que je connais un peu moins, mais je pense qu'elle a un potentiel énorme. Lui, en tout cas, il en parle. Oui, c'est ça. Ouais. Il en parle vraiment comme une jument, peut-être sûrement sa jument pour les Jeux Olympiques l'année prochaine. La qualité. Non, c'est impressionnant. Oui. Facilité de faire les choses, une agilité. Oula. Tiens. Ouais. Et on a vu, lui, il a moins demandé de se rasseoir, il est plus allé vers l'avant, vers le B, et il l'a payé sur le vertical, malgré la qualité de cette jument. Comme quoi, quand on pense là un petit peu à la sortie, on peut le payer au milieu. Si on pense au milieu, on peut le payer à la sortie. Donc voilà, ça, c'est vraiment un parcours qu'il faut bien monter, il faut être appliqué, comme on dit souvent, un parcours de cavalier. Il faut pas faire d'erreur, sinon ça se paye directement. L'arrivée pour l'Américain Ken Farrington qui ne parvient pas à être vierge de toute pénalité. 4 points, chronomètre extrêmement rapide, 61-88, parce que le chronomètre aura de l'importance, je vous l'ai dit, pour repartir en deuxième manche. Comme pour l'instant, avant les 2 derniers, on n'a que 2 parcours sans faune, Seth Whitnam et Steve Garda. Il faut être rapide, le plus rapide des 4 points. Les 3e, c'est Julien Epaillard avec Dupail du CED. C'est une déception pour l'Américain. C'est clair qu'aujourd'hui, les 4 points vont avoir une carte à jouer, parce que là, Julien et Ken, ils vont de toute façon naturellement être très rapides.
Donc s'ils arrivent à enchaîner la deuxième manche avec un sans faute, ils vont mettre la pression sur les autres et en fonction de s'il y en a 2, 3 ou 4 sans faute, ils ont encore une grande chance. Si on reste à si peu de sans faute à un près, un 4 points de maintenant peut remporter le top 10. Hein. Je pense que oui, évidemment. Hein, évidemment, ça c'est sûr. Il en reste 2 et pas des moindres. 2 champions olympiques, comme ça c'est facile à comprendre. On aura Henrik, mais pour l'instant c'est Ben Meyer, le Britannique, avec son puissant Faltic, fils de Baltic, petit-fils de Concorde, c'est le Britannique Bern. Vous le savez, champion olympique 2021, or par équipe en 2012, l'argent à l'Europe 2019-2013, 4e au championnat d'Europe de Milan en 2023. Son 6e top 10, il l'a remporté en 2000. On voit un piquet de 4 chevaux de Grand Prix qui peut vraiment, soit Faltic, soit Dallas, qui monte. Voilà, c'est sûr, sécurisant et voilà, il peut aller pour les devants. Donc là, on voit un cheval qui est vraiment très aérien. Il faut quand même faire un petit peu attention des fois aux barres de derrière aussi. C'est aussi un cheval qui de temps en temps pourrait un tout petit peu se freiner et manquer un petit peu de propulsion vers l'avant. Mais pour le moment, ça se passe au plus très bien. Là, il va falloir qu'il freine le milieu. On va voir, il rectifie bien. Bon, il tutoie. Voilà. Fort, il n'y arrive pas. Exactement. C'est ce que je craignais un petit peu avec ce cheval-là parce qu'il a dû freiner fort le milieu. Il a déjà tutoyé et le cheval a manqué un petit peu. C'est pas le cheval qui a la plus grande propulsion vers l'avant. Il est très respectueux. Mais bon, en plus, il le paye sur le vertical qui suit. Il y a des scores assez lourds quand même. Hein. Étonnamment, oui. Franchement, c'est à marcher. On voyait que c'était gros, difficile, mais vu le niveau, on pensait quand même le chef de piste tablait sur 500 fautes. Et là, malheureusement, on en est et quand même, comme vous dites, pour ce niveau-là, on n'a pas souvent vu des scores si hauts dans une finale de top 10. Ouais, une finale de top 10 qui commence fort mal pour le Britannique Ben Meyer avec Faltic HB, puisque 2 fautes, vous l'avez compris, en 65-31. C'est la 7e place du classement très provisoire pour l'instant. 200 fautes, Shane Sweetnam est en tête, Steve Garda à égalité de points mais moins rapide, 3 Julien Epaillard, Kent Farrington est à la 4e place. C'est dommage qu'on n'ait pas une caméra qui est mise face au trip pour qu'on puisse voir en fait vers où va le trip, parce qu'en fait on ne le voit, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais en fait il va vraiment vers le coin. Et en plus c'est déjà difficile placé comme il l'est, avec les distances comme elles le sont, avec la hauteur des obstacles, il est vraiment mis vers le coin.